Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation à participer à ce colloque et à ces échanges. Effectivement, donc je travaille dans le cadre de mon activité de recherche à l'INSERM sur la question des inégalités sociales de santé dans le contexte bien particulier de la périnatalité. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, des inégalités sociales de santé qui portent à la fois sur la santé maternelle et la santé périnatale. Et effectivement, dans le cadre de cette activité de recherche, il s'agit d'aller plus loin que la simple description d'inégalités ou de gradients sociaux, ou même d'essayer d'identifier le type d'expositions sociales qui seraient les plus vectrices de problématiques de santé, pour essayer de rentrer vraiment de plein pied dans la question des mécanismes de ces inégalités, avec une finalité très, très claire, qui est de pouvoir proposer éventuellement des interventions fondées sur l'identification de mécanismes, qui auraient donc des interventions qui auraient pour but de réduire la magnitude de ces inégalités sociales de santé. Alors, peut-être quelques mots d'abord pour vous dire dresser un tableau très, très rapide de ce qu'on sait de ces inégalités sociales dans le champ de la périnatalité. Donc, dans le champ de la périnatalité, il y a d'abord la question de la santé de la mère. Et pour la santé de la mère, on a des indicateurs qui sont des indicateurs qui sont très, très bien suivis, en France, comme par exemple la mortalité maternelle. Et la mortalité maternelle, si on s'intéresse à une exposition sociale qui est la migration, exposition sociale qui va être sur laquelle je vais fonder le gros de la présentation d'aujourd'hui. Mais on aurait pu le faire sur d'autres types d'expositions sociales, comme l'isolement, comme la précarité socio-économique, comme les problématiques de logement, les expositions environnementales ou autres. Là, c'est vraiment sur la migration donc, que je me focalise ici. Eh bien, on voit qu'on a un risque qui est augmenté, qui est multiplié par 2,8 par rapport aux femmes qui ne sont pas des femmes migrantes. Donc ça, c'est la situation à l'échelle nationale. On a environ une centaine de morts maternelles par an en France, et donc 3 fois plus de risques chez des femmes nées à l'étranger. C'est la définition de la femme migrante née à l'étranger et venue s'installer en France. Quand on regarde ensuite en fonction du lieu de naissance de ces femmes, eh bien, on voit que la situation n'est pas du tout la même pour les femmes nées en Afrique du Nord, qui ont un risque qui est sensiblement le même que les femmes nées en France, alors qu'il est très augmenté pour les femmes d'Afrique subsaharienne en particulier. Voilà, la mortalité est un indicateur qui est très, bien sûr très intéressant et très important à suivre, mais qui est très limité du fait du faible nombre de femmes concernées, heureusement d'ailleurs. Et donc, on s'intéresse bien évidemment à d'autres indicateurs. Ici, en voici un autre, c'est la morbidité maternelle sévère, avec là encore, quand on voit toutes les causes de France, les femmes nées en Afrique du Nord, on voit qu'on n'a pas d'augmentation de risque. En revanche, pour des femmes qui sont nées en Afrique subsaharienne, un sous-groupe particulier de ces femmes migrantes, eh bien, on voit qu'on a 2 fois plus de risque d'avoir une morbidité, un élément morbide sévère. C'est vrai pour tout ce qui est pathologie hypertensive sévère, c'est vrai pour tout ce qui est infection sévère, et c'est vrai aussi pour les hémorragies obstétricales, et en particulier les hémorragies du postpartum. Et ce qu'on retrouve en France, on le retrouve dans la plupart des autres pays de niveau sanitaire équivalent qui accueillent des femmes migrantes, avec des risques relatifs ou des odds ratios qui sont à peu près du même ordre, qui montrent des augmentations de risques qui vont de 30% à plus de 100% de risques en plus quand on est migrante par rapport au risque d'exposition des femmes nées dans les pays d'accueil. Concernant maintenant les indicateurs de santé périnatale, 2 indicateurs qui sont parmi les principaux étudiés, que sont la prématurité ou
le retard de croissance intra-utérin ou l'hypotrophie fœtale, eh bien, là encore, on a pour les femmes d'Afrique subsaharienne une augmentation de risque de 40% pour la prématurité et de 50% pour l'hypotrophie fœtale. Alors, les mécanismes qui sont à l'œuvre ici, alors d'abord, ils sont plutôt probablement complexes, très multifactoriels. Ils ne sont pas complètement élucidés. Hein, et c'est aussi pour ça que ce n'est pas simple de pouvoir envisager des interventions qui puissent être pleinement efficaces. On sait qu'il y a entre en jeu beaucoup de facteurs. Bien évidemment, toutes les vulnérabilités sociales qui sont associées à la migration. Il y a les phénomènes d'acculturation qui vont rentrer en ligne de compte et qui peuvent avoir des effets contraires à ce qu'on appelle le Healthy Migrant Effect. On va avoir possiblement un impact de la littératie en santé, bien que ce soit très mal étudié dans le champ de la périnatalité et que un certain nombre de projets en cours commencent à prendre en compte ce paramètre. Hein, la littératie en santé, c'est la capacité qu'ont les personnes, les femmes ici en l'occurrence dans ce contexte, à pouvoir être des actrices de leur santé, à pouvoir s'orienter dans un système de soins complexe, à pouvoir négocier leurs soins avec les professionnels de santé. Et bien évidemment, cette littératie en santé est très associée à un certain nombre d'expositions sociales, en particulier la migration. Il y a des problèmes de santé particuliers et plus fréquents dans certains groupes de femmes migrantes. Un exemple type, c'est la drépanocytose chez les femmes originaires d'Afrique subsaharienne, qui peut tout à fait entrer en jeu dans la morbidité maternelle sévère plus importante dans ces groupes. Et puis, des comportements et des expositions qui sont liés à la fois à la migration, mais aussi aux vulnérabilités sociales associées. Et un point nodal qui est retrouvé de manière très fréquente dans les travaux qui s'intéressent à ces mécanismes, qui sont la qualité des soins, avec trois composantes dans cette qualité des soins, le fait pour les femmes d'aller chercher des soins, le fait ensuite de pouvoir recevoir, d'aller jusqu'aux soins et de pouvoir les recevoir. Et puis, la troisième composante qui est beaucoup plus liée au système de santé, cette fois, qui est la capacité de recevoir des soins de qualité. Et donc, ici, c'est un point extrêmement important. C'est un point qu'on a clairement identifié, nous, dans une cohorte de femmes enceintes, une cohorte nord-parisienne, dans laquelle on voit qu'on retrouve 17% de soins de suivi prénatal sous-optimal chez les femmes qui sont nées en France, avec néanmoins un gradient social et une augmentation du risque d'avoir des soins sous-optimaux à mesure que l'index de précarité est important, l'index de précarité sociale, qui est un indicateur qui agrège plusieurs dimensions de la précarité sociale. On retrouve presque 27% de soins sous-optimaux de suivi prénatal sous-optimal chez les femmes nées en Afrique du Nord, et on arrive à presque 35% pour les femmes subsahariennes, avec ici, à chaque fois encore, ce gradient social en fonction de cet index de précarité. On voit aussi que joue le statut administratif sur la qualité du suivi prénatal. Et vous voyez que la situation la plus défavorable va concerner les migrants sans papier, et en particulier chez les femmes d'Afrique subsaharienne, mais pas uniquement, qui va presque multiplier par 3 le risque d'avoir un suivi prénatal sous-optimal. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu voir qu'il y avait une association entre la précarité sociale et certaines formes de pathologies. Ici, par exemple, pour la prééclampsie sévère, on voit une forte association entre la précarité sociale et la prééclampsie sévère, avec un gradient social encore en fonction de l'index de précarité et du score de cet index, allant jusqu'à 2 fois plus pour les femmes qui ont l'index de précarité le plus élevé. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est de constater qu'il n'y a pas d'association entre cette situation sociale et la prééclampsie modérée. Et en revanche, que la prééclampsie modérée n'est pas associée à un suivi prénatal inadéquat,
mais en revanche, la prééclampsie sévère l'est très fortement. Et donc, on peut penser ici que le suivi prénatal sous-optimal n'est pas un facteur qui va jouer sur l'incidence de certaines pathologies comme la prééclampsie sévère, mais plutôt sur le risque d'aggravation et d'évolution vers des formes sévères. Donc, c'est là qu'intervient une hypothèse supplémentaire qui est celle des biais implicites qui pourraient, donc biais implicites chez les professionnels de santé, qui pourraient occasionner des formes de discrimination et ce qu'on appelle des soins différenciés qui viendraient finalement augmenter la prévalence de suivi prénatal d'un groupe, certaines expositions sociales. Alors, peut-être quelques mots pour essayer de préciser un petit peu ces concepts. Ces concepts sont des concepts assez récents, hein, ceux de biais implicites et de soins différenciés. Globalement, ils s'inscrivent dans la continuité de travaux qui avaient été initiés par Anselm Strauss, qui est un sociologue américain dans les années 60, et qui avait pu montrer au début dans des services de cancérologie que les soignants attribuaient une certaine valeur sociale aux patients, et ils se rendaient compte de ça notamment quand ces patients mouraient, et l'impact que pouvait avoir ce décès sur ces soignants, et que cet impact finalement était très déterminé par un certain nombre de facteurs, tels que le groupe ethnique, tels que leur position sociale, tels que le fait d'avoir une famille, d'avoir des enfants, le sexe également, et là jouait un rôle important. Ce que Strauss montrait également, c'est que cette valeur sociale attribuée par les soignants était associée à la capacité qu'avaient les patients de pouvoir négocier leurs soins et même de la qualité des soins qu'ils pouvaient recevoir. Secondairement, donc, a été développé un peu dans la lignée de ces travaux. Il y a bien sûr eu des étapes assez nombreuses, mais dans le champ de la psychologie sociale, ce concept de biais implicite, on peut le dire plus simplement en parlant de préjugés, donc une notion ici inconsciente qui va faire qu'on va associer donc de manière inconsciente une appartenance à un groupe social et une qualité qui peut être une qualité positive ou au contraire une qualité qui peut être négative. Et au début des années 2000, a été développé par un groupe de psychologues sociaux un test qui permettait de mesurer le niveau de biais implicite à l'échelle individuelle et qui a été décliné pour un certain nombre de thématiques. C'est ce qu'on appelle les Implicit Association Tests. Et il y a tout un groupe de travail qui a été constitué dans le département de psychologie sociale d'Harvard autour de ces tests qui ont connu un essor extrêmement important. La notion de soins différenciés, c'est une notion qui a été façonnée et utilisée en tout cas par Didier Fassin et qui pourrait être, donc ces soins différenciés seraient des différences de traitement qui ne reposeraient pas sur des arguments médicaux et qui viendraient donc, dans certains cas, modifier des normes de prise en charge médicale, soit en les augmentant, soit en les réduisant, mais en tout cas en les modifiant, et qui concerneraient donc des groupes sociaux particuliers et qui seraient occasionnés par l'existence de biais implicites. Donc l'hypothèse derrière tout ça, c'est finalement que il pourrait y avoir des biais implicites chez les professionnels de santé qui détermineraient des soins différenciés, que ces soins différenciés puissent être pour quelque chose dans les inégalités sociales qu'on observe. Alors, ces soins différenciés, on s'est attaché à les rechercher dans le champ de la périnatalité, dans le cadre de ce projet qui a été évoqué tout à l'heure, qui est un programme de travail qui s'appelle BIP, pour biais implicite en périnatalité. Et donc, dans différents champs de la périnatalité, on est allé voir si on pouvait identifier, en fonction de l'origine géographique des femmes, des soins prodigués de manière différente, mais sans substrat médical à ces choix. Et donc, on a commencé par regarder
des soins tels que le dépistage prénatal de la trisomie 21. Alors, ce n'est pas facile d'aller identifier des soins différenciés ici, puisqu'on sait que ce sont des soins qui sont potentiellement très déterminés d'un point de vue culturel ou confessionnel, mais néanmoins, on est allé par des jeux d'ajustement et d'isoler des facteurs, essayer de retrouver des différences. Et ici, on ne s'est pas tellement intéressé à la réalisation du test, mais au fait de pouvoir se prononcer sur ce test de manière libre et éclairée. Et on a vu que toutes les catégories de femmes enceintes, en fonction de leur lieu de naissance, n'avaient pas cette même opportunité et que globalement, les femmes nées en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne avaient 3 fois plus de chances ou de risques plutôt de ne pas pouvoir se prononcer de manière libre et éclairée sur la réalisation de ce test. On s'est intéressé également à la question de la césarienne et on a identifié, par exemple, entre les femmes nées en France et les femmes nées en Afrique subsaharienne, des différences colossales en matière de taux de césarienne. On passe quasiment du simple au double, de 16% à 30%. Ça concerne à la fois les césariennes faites pendant le travail, les césariennes programmées, les césariennes en urgence. Et là encore, par un travail d'ajustement sur tous les paramètres médicaux qu'on pouvait extraire, on s'est rendu compte qu'il persistait 3 fois plus de césariennes, de risque d'avoir une césarienne en cours de travail chez les femmes nées en Afrique que chez les femmes nées en France. Et donc, on n'avait pas d'explication médicale. Alors, bien évidemment, il pouvait y avoir encore de la confusion résiduelle liée au fait qu'on ne peut pas tout entrer dans un modèle d'ajustement, et notamment, il y a probablement des différences liées à la physiologie du travail. En tout cas, probablement, je dis probablement, mais en réalité, on n'a pas d'argument pour le penser, mais ça reste une explication annexe, mais ça n'explique probablement pas tous ces éléments de différence. Et là encore, l'argument du soin différencié devient très, très peu. Et puis, il y a d'autres facteurs pour lesquels on n'a pas trouvé on n'a pas pu identifier de soins différenciés. C'est par exemple le cas de l'analgésie péridurale. Il n'y a pas plus ou pas moins de recours à l'analgésie péridurale suivant les pays de naissance des femmes. Et il n'y a pas non plus de délai plus important entre le début du travail et la pose d'une analgésie péridurale en fonction du lieu de naissance maternelle. Alors tout ça, ce que je vous présente là, ce sont des approches épidémiologiques qui avaient justement pour but d'essayer d'étayer cette hypothèse de soins différenciés. On a aussi mobilisé des approches socio-anthropologiques, et ici, c'est une sociologue qui est également sage-femme qui a mené un travail chez les femmes qui présentaient des désordres hypertensifs pendant la grossesse, pour regarder si dans leur parcours de soins, il n'y avait pas des différences de prise en charge qui avaient pu exister entre les femmes nées en France et les femmes originaires de pays d'Afrique subsaharienne. Et ce travail a permis de mettre en évidence un certain nombre de différences extrêmement fines, extrêmement subtiles dans la prise en charge, notamment sur le dépistage de la protéinurie ou sur les modalités de contrôle en cas de pression artérielle élevée, des choses qu'on ne peut pas voir au travers d'enquêtes épidémiologiques, mais que des approches qualitatives comme celle-ci permettent de mettre en évidence. Et ces différences sont des différences qui sont tout à fait susceptibles d'occasionner des retards de prise en charge d'une hypertension artérielle, d'une prééclampsie, et potentiellement de laisser évoluer des formes de prééclampsie modérée vers des formes de prééclampsie plus sévères. Donc ici, voilà un étayage de l'existence de ces soins différenciés. L'étape d'après, donc, pour avancer dans cette hypothèse, c'est de savoir ce qu'il en est des biais implicites. Les professionnels de santé sont-ils sujets à des biais implicites, à savoir des préjugés quant à des préjugés particuliers par rapport à des catégories sociales. En particulier, ici, on s'intéressait beaucoup, nous, aux femmes originaires d'Afrique subsaharienne, parce que ce sont, comme j'ai pu vous le montrer, les femmes qui ont les niveaux de risque les plus élevés et également les niveaux les taux de soins,
suivi prénatal sous-optimal les plus importants. Alors, les catégories de biais implicites qui sont explorées aujourd'hui, elles sont multiples. Hein. Donc, il y a ces facteurs dits ethnicity, race dans la littérature anglo-saxonne que nous, on traite plutôt sous l'angle de la migration. Mais il y a également tout ce qui tourne autour de la corpulence et qui est à l'origine d'un certain nombre de préjugés et de biais implicites. Le statut socio-économique également, l'âge, l'orientation sexuelle ou le genre. Mais ici, c'est vraiment sur cette catégorie race, ethnicity ou migration qu'on a travaillé. Alors, il y a une littérature nord-américaine qui est très riche, hein, qui mobilise beaucoup ce concept de biais implicite et qui démontre dans de nombreux champs de la santé que les professionnels de santé ont des scores de biais implicites à ces tests, ces Implicit Association Tests, qui sont assez élevés. Ce que ces travaux montrent en revanche beaucoup moins souvent, c'est une association entre le fait d'avoir des biais implicites et la pratique de soins différenciés. Voilà, l'impact clinique que ça peut avoir est beaucoup plus difficile à mettre en évidence. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de travaux dans le champ de la périnatalité, et donc on a soumis, nous, un certain nombre de professionnels de la périnatalité, des anesthésistes, des sages-femmes, des obstétriciens. Au total, il y avait un peu plus de 900 personnes impliquées dans cette étude, et on leur a fait passer des tests d'association implicite reliant le lieu de naissance, et en particulier l'origine africaine des femmes, à un certain nombre de caractéristiques. Et ces tests sont basés sur des temps de réaction, c'est-à-dire que les répondants sont devant leur ordinateur. On va leur proposer donc des associations et ils vont devoir choisir donc certaines associations en fonction de règles prédéterminées. Vont dans le sens de ce qu'ils pensent. L'idée, c'est que leur temps de réaction est très court. En revanche, si ça nécessite un effort pour aller à l'encontre d'une idée préconçue, eh bien, le temps de réaction va être beaucoup plus long. Donc, c'est le principe ici de ces mesures de biais implicites et la base de tous ces tests qui sont aujourd'hui très, très largement utilisés. Et donc, à notre grande surprise, parce qu'on avait vu les résultats nord-américains et on ne s'attendait pas, et donc les résultats nord-américains, on voit des fréquences et des taux de biais implicites, ratios extrêmement élevés dans la population des soignants. On ne s'attendait pas à avoir des niveaux aussi importants dans la population de soignants en France. Et pourtant, elle est extrêmement importante puisque vous voyez ici sur des tests dits de valence, hein, c'est-à-dire sur la qualité, en gros, associés aux patients d'origine subsaharienne, on voit un vrai décalage avec des préférences pour les patients nés en France que pour les patients nés en Afrique. Tout ça, c'est de l'implicite, hein, bien évidemment, ce n'est pas des tests explicites. Et on fait avant des tests de biais explicites de manière à écarter de cette analyse tous ceux qui, de toute façon, ont déjà des préférences conscientes très affichées. Et on le voit aussi sur la force, hein, quand on associe une caractéristique de force avec un patient africain, eh bien, on a beaucoup plus de réponses rapides que quand on l'associe avec un patient français. Donc ici, c'est plutôt un biais implicite positif, mais on voit aussi que ces attributions inconscientes peuvent aussi avoir des effets négatifs dans la pratique. Voilà, alors la dernière étape, une fois qu'on a montré qu'il y avait des soins différenciés et des biais implicites, c'est de voir s'il y a un lien entre les deux. Là, pour l'instant, la plupart des travaux qui ont été faits dans ce sens-là reposaient sur l'utilisation de vignettes cliniques et donc de recueillir des intentions de soins ou des intentions comportementales plutôt que
de voir vraiment ce qui se passe sur le terrain. Et les études peinent beaucoup plus aujourd'hui à montrer de liens. L'étude qu'on a faite sur la question est encore en cours d'analyse, donc je ne peux pas vous en donner les résultats, mais les quelques premiers éléments qu'on a pu regarder ne montrent pas d'association sur des champs comme la pratique du dépistage anténatal ou sur la pratique de l'analgésie péridurale. Voilà. Alors, ces concepts sont probablement des concepts extrêmement intéressants. Néanmoins, ils sont à manier avec beaucoup de prudence. Ce qu'on peut dire, c'est que les biais implicites sont très répandus. C'est ce qu'on a pu observer. C'est ce qui a été observé dans la plupart des travaux américains. Et finalement, quand on réfléchit à cette question des biais implicites, on en est tous porteurs et les préjugés, finalement, sont aussi pour nous des moyens de réagir et de réagir vite dans toutes les situations de soins qu'on peut rencontrer au quotidien. Et ces biais, bien sûr, sont directement impliqués dans notre fonctionnement cognitif. Néanmoins, l'existence de biais implicites raciaux pose question. C'est très différent des biais explicites, puisque ici, il ne s'agit pas de préférences dont on a conscience, mais justement de préjugés totalement sous le niveau de conscience. Mais attention, la question de la mesure ici est une question qui, avec le recul qu'on commence à avoir sur ces tests, est une question qui commence à être très largement discutée. Il y a un grand questionnement sur la validité intrinsèque de ces mesures parce qu'il existe une très grande variabilité des tests intra-individuels qui pose beaucoup de questions et également interindividuels dans certains groupes. Et donc, aujourd'hui, on sait qu'il y a peu de pertinence à interpréter un résultat à l'échelle individuelle, mais qu'il faut se limiter à des interprétations au niveau des groupes. Deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on mesure avec ces tests? Est-ce qu'on mesure la préférence implicite d'une personne ou est-ce qu'on mesure finalement l'exposition d'une personne à un contexte social qui serait empreint de préjugés? Et là, bien évidemment, c'est très difficile de répondre. Et donc, c'est un autre argument pour ne pas interpréter ces tests de manière individuelle, mais vraiment de travailler à partir de groupes. Quant à la question des soins différenciés, c'est une question qui là encore, n'est pas. C'est un concept complexe, là aussi, puisque très difficile de penser à un soin qui serait indifférencié. Et même quand on limite la question du soin différencié, comme le fait Fassin, à la question des soins non médicalement justifiés, eh bien, on sait qu'il y a tout un tas d'autres facteurs qui vont venir rentrer parmi les déterminants de la décision médicale et qui sont des facteurs qui ne sont pas médicaux. Et donc, arriver à mettre une ligne de démarcation entre ce qui est du soin différencié au sens de Fassin ou ce qui est du soin différencié au sens où le soin est nécessairement différencié s'il s'adapte à l'individu, eh bien, c'est pas complètement simple. Mais ce qui est très intéressant, aussi bien avec les biais implicites qu'avec les soins différenciés, c'est qu'on touche là à des facteurs modifiables. Et donc, si on arrive à montrer des chaînes de causalité, eh bien évidemment, ici, on a des leviers pour réduire ces inégalités sociales de santé. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Elie Adria, pour votre exposé qui, j'en doute pas, va susciter beaucoup de questions. J'en ai moi-même plusieurs, mais on va les garder de côté. On va passer du champ de l'obstétrique à celui de la réanimation, avec l'exposé de Sylvie Morel.